Donc, la prochaine conférence est intitulée « Préservation et interprétation de l'histoire forestière le long de la rivière du Moine ». Elle nous est proposée par John McDonald, directeur de la section Vallée de l'Outaouais de la Société pour la nature et les parcs du Canada, et par Wally Chabert, directeur des Amis de la rivière du Moine, qui est aussi auteur d'un livre sur son histoire. Il s'agit tous les deux de leur première participation aux rencontres. Merci de les accueillir. Merci. Merci beaucoup. La présentation va... moi, je viens surtout du monde de la conservation des milieux naturels. Donc, la présentation d'aujourd'hui va combiner un peu les deux, là. La conservation des milieux naturels, mais également la conservation du patrimoine. Donc, pour commencer, voici le plan de la présentation. Donc, je fais un survol rapidement sur les organismes impliqués. Par la suite, je vais vous brosser un portrait de l'historique de la vallée de la Dumoine. Et enfin, terminer avec notre projet de sentier, puis un peu les prochaines étapes. Donc, les Amis de la Dumoine, c'est un organisme qui a été créé il n'y a pas très longtemps, ayant comme mission la mise en valeur et la conservation de la Dumoine, mais avec un accent sur les activités récréatives non motorisées. Et puis, la Société pour la nature et les parcs du Canada, ou la SNAP, nous, on est un organisme à but non lucratif de la conservation des milieux naturels, surtout en terre publique dans la vallée de l'Outaouais. Donc, nous travaillons autant en Ontario qu'au Québec. Et puis, c'est la SNAP Vallée de l'Outaouais qui a fait campagne pour protéger la rivière du Moine. Et je vais en parler un peu plus tard. Donc, la vallée de l'Outaouais en tant que telle, je pense qu'on la connaît tous, mais c'est important quand même de noter qu'on se trouve sur le territoire du peuple algonquin Anishinaabe et que c'est un territoire qui n'est toujours pas cédé et qu'à la SNAP, on reconnaît que les Algonquins sont les défenseurs et les gardiens de la vallée de l'Outaouais et de ces vallées affluentes, dont la Dumoine, où nous travaillons. Et puis, le bassin versant de la rivière du Outaouais aussi, c'est intéressant, étant donné que c'est le deuxième plus grand de l'Est du Canada, faisant 2 fois la superficie de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un endroit qui est très intéressant au niveau de la conservation. On est vraiment à la limite des forêts du Sud et de la forêt boréale, et donc on a une biodiversité qui est quand même très, très riche. Et puis, on compte 26 affluents principaux à la rivière des Outaouais, dont, évidemment, on pense à la rivière Gatineau, la rivière Coulonge, la Noire, la Dumoine, mais des centaines et des centaines de cours d'eau beaucoup moins importants. Et donc, c'est un territoire, comme j'ai dit, qui est très, très particulier, et il nous fait plaisir de vous parler d'une partie de cette région-là. Donc, la rivière du Moine, elle se trouve dans l'ouest de l'Outaouais, et en effet, c'est la limite entre l'Outaouais et le Témiscamingue. C'est à environ 2 heures de route, plus ou moins d'ici. Elle prend sa source au lac du Moine, plus ou moins, ou encore, si on veut être très très précis, c'est le lac Makin, qui est un peu plus en amont. Elle fait un cours d'environ 130 km pour se jeter dans la rivière des Outaouais, près de Rapide-des-Joachim. Et puis, elle a un bassin versant d'environ 4400 km². Donc, c'est quand même un territoire qui est assez important. Et puis, elle doit son nom à la famille Lemoine en raison, ou encore en raison du fait que les religieux s'en rendaient au Grand Lac Victoria en passant par la Dumoine. Au niveau des Premières Nations, on l'appelait la rivière Ozone ou encore la rivière du Désir. Donc, la nation algonquienne
revendique le bassin versant de la rivière des Outaouais, comme on le sait. Et à la Dumoine en particulier, on avait la bande Dumoine qui était bien installée à l'époque de la colonisation. Ils ont laissé des pictogrammes sur le rocher à l'oiseau, mais beaucoup d'autres éléments de leur histoire ont été transmis de façon orale. Et puis, en ce qui a trait à la Dumoine, il reste quand même beaucoup de travail à faire pour bien apprendre de la présence autochtone sur ce territoire-là. Donc, on sait qu'en 1912, un membre de la bande Dumoine, Benjamin Mackenzie, a raconté certains de ces histoires à l'anthropologue Frank Speck. Et puis, on sait aussi que malheureusement, la chasse traditionnelle de la bande Dumoine a été détruite par l'industrie du bois. Et puis, les membres de la bande Dumoine ont alors migré vers le nord-ouest. Aujourd'hui, ils font partie de la Première Nation de Wolf Lake, qui est près de la rivière Kippawa. Et puis, je vais en revenir un peu plus tard aussi au niveau de ce déplacement-là, cette dépopulation-là de la bassin versant de la rivière Dumoine. Frank Speck a également créé 7 cartes qui montrent les territoires de chasse des familles de la bande Dumoine. Chaque famille disposait d'un territoire d'environ 500 000 carrés pour chasser et piéger. Et puis, c'est défini par des limites géographiques. Donc, on voit des cours d'eau, des lacs. Et puis, ces territoires-là étaient définis étant comme sacrés et protégés par la loi tribale, un peu comme que sont les droits de propriété aujourd'hui. Donc, c'était quand même un système qui était quand même très avancé et très bien respecté. Et puis, ça contribuait évidemment à un développement durable de la ressource aussi. Donc, ici, on a un personnage important de la Dumoine, Paul Chevalier et son épouse Susan Hudson, photographiés devant leur demeure à Rapide-des-Joachins en 1910. Paul, Susan et leurs 5 enfants ont été enregistrés dans le recensement de 1871 comme vivant dans leur territoire de chasse héréditaire sur la Dumoine. Paul est né en 1826, vraisemblablement sur la Dumoine, et il est le chef héréditaire de la bande Dumoine, héritant de cet honneur de son père. Et son grand-père, Amable, avait reçu la médaille du roi Georges le IIIe en tant que chef guerrier pendant la guerre de 1812. Donc, c'est quand même une histoire vraiment intéressante. Et puis, on gratte à peine la surface de tout ça. Et donc, le contact européen a évidemment changé à tout jamais la vie des membres de la bande Dumoine. Dès 1700, les prêtres jésuites sulpiciens et les oblats parcouraient la rivière Dumoine, ou la rivière des Outaouais plutôt, et invitaient les Premières Nations à se convertir au catholicisme, à la mission du lac des Deux-Rivières. Les Oblats ont été les premiers à établir des missions à Fort William, à Mattawa et au Grand Lac Victoria. Et ils utilisaient la rivière Dumoine ou encore la rivière des Moines pour se rendre d'une mission à l'autre. Donc, et puis, un peu plus tard, ce sont les explorateurs qui sont arrivés, les expéditions militaires, les commerçants, les brigades des compagnies du Nord-Ouest et de la compagnie de la baie du Thon. Passaient tous par l'embouchure de la Dumoine. Ils s'arrêtaient parfois pour se reposer ou établir un poste de traite temporaire. Et puis, on sait que leurs marchandises ont été devenues des éléments essentiels pour la chasse, le piégeage et aussi le combat que les Anishinaabe luttaient avec les Iroquois, donc pour le contrôle de la rivière des Outaouais. Et un fort fut érigé au lac Témiscamingue en 1679
Et en 1762, Alexander Henry notait dans son journal la présence d'un phare à l'embouchure de la du Moine. Donc, c'est quand même très tôt là, dans l'histoire de la région. Et puis, évidemment, le résultat de cet achalandage-là, c'est l'arrivée des maladies européennes qui ont tué bon nombre des Premières Nations et on a vu là, une importante dépopulation de la du Moine à ce moment-là. Donc, voici le site du village de Rapide des Joachins avant la construction du barrage. Il y avait environ 18 rapides à franchir entre Montréal et Ottawa. Et puis, à Rapide des Joachins, c'était le 14e. Et puis, l'endroit a beaucoup changé avec l'arrivée du barrage, là, que je vais en parler tantôt. Puis voici l'embouchure de la rivière du Moine vers 1950. On voit un endroit qui a été quand même beaucoup dégagé. On voit l'évidence du chemin qui est devenu notre sentier. Et puis, ce fut évidemment là, un endroit où est-ce qu'il y avait, depuis les temps immémoriaux, une certaine occupation, que ce soit les campements autochtones, les postes de traite, l'agriculture, le commerce du bois. Ça a toujours été un lieu très achalandé. Et puis, on voit également là, une partie du bas de la rivière du Moine. Alors, voici une autre image. On voit une série de rapides qui se jetaient à l'époque dans la rivière du Outaouais. On voit également le tracé du chemin et un endroit qui a été ouvert pour l'habitation. Donc, tout ça a été perdu en raison de la construction du barrage à Rapide des Joachins. Et puis ici, on a une autre image qui montre l'embouchure de la du Moine vers 1854. Donc, on voit quand même que ça a été déjà assez coupé. Donc, il y a eu une exploitation forestière qui a assez intense dans ce milieu-là. Et puis, donc, l'élément marquant, c'est la construction du barrage à Rapide des Joachins, comme j'ai dit, qui a lieu entre 1945 et 1950. Et ça a provoqué l'inondation de villages en entier, de fermes, de cimetières, portages, campements, entre Rapide des Joachins et Ottawa sur une distance d'environ 90 km. Donc, on n'en parle pas souvent. Évidemment, on parle beaucoup plus des inondations sur le Saint-Laurent, mais ça a quand même été quelque chose de très important pour cette région-là. Et puis, en même temps, pendant environ un siècle, on prévoyait la construction d'un canal à navire en passant par la rivière du Outaouais pour relier Montréal au Grand Lac via la baie Georgienne. Et puis, finalement, ça a été écarté vers 1930. Mais on prévoyait que ce canal aurait sauvé environ 3 jours de transit entre le port de Montréal et les Grands Lacs. Et on aurait pu éviter aussi la frontière américaine en passant par là. Donc, ça, c'est l'embouchure de la du Moine aujourd'hui. Donc, on voit le lac Holden, qui est le résultat du barrage, et le bas de la rivière du Moine a été inondé aussi. Donc, les rapides qu'on a vus tantôt sont tous noyés. Donc, tout un élément d'histoire a été perdu à cet endroit-là, sous je ne sais pas combien de mètres d'eau, là, mais c'est quand même beaucoup d'histoire qu'on a perdu avec l'aménagement du barrage. Et puis, ici, on a juste une image du bateau à vapeur Kipawa qui reliait Rapide des Joachins à Elmer. Donc, et une image plus bas là, de la rivière des Outaouais dans ce secteur-là avant l'aménagement du barrage. Donc, l'industrie forestière a été vraiment l'élément marqueur de la rivière du Moine. Donc, dès 1868, là, les sociétés forestières ont créé des syndicats pour acheminer le bois vers, dans un premier temps, le port de Québec et ensuite ici à Hull et à Ottawa.
Et puis, on estime que durant la hauteur des activités forestières, autour des années 1850, là, environ 100 000 billots de bois descendaient à la rivière du Moine à chaque année. Donc, on peut imaginer l'impact que ça a eu sur non seulement l'environnement, mais la qualité de l'eau, évidemment les personnes autochtones. Donc, un autre personnage important au niveau de la Dumoine, c'est John Egan. Et puis, c'est à John Egan qu'on doit la construction du chemin qui est devenu notre sentier. Donc, c'est John Egan et son partenaire William Moffett qui ont aménagé un chemin de traite entre la rivière des Outaouais et Grande Chute et qui l'ont construit entre 1840 et 1860. Et puis ici, à la mort de John Egan, on a mis en enchère ces concessions prisées de la Dumoine qui ont été rachetées par d'autres gros noms de l'époque, dont E.B. Eddy, Bronson, Hamilton et Weston. Donc, puis à chaque hiver, évidemment, des centaines et des centaines d'hommes se rendaient en forêt pour couper le bois, puis ne ressortiront pas avant le printemps. La plupart étaient des agriculteurs voulant bonifier leurs revenus. Et au printemps, d'autres hommes arrivaient pour faire la drave. Donc, quelques images de ça. Et puis, évidemment, un élément marqueur aussi, c'est qu'on ne sait pas exactement combien d'hommes ont perdu la vie en travaillant dans les forêts de la Dumoine ou encore sur la Drave, mais on estime quand même là, au moins une centaine, si pas plus. À la chute Ryan, elle seule, à un moment donné, il y avait au moins 30 paires de bottes clouées aux arbres en guise de mémoire aux hommes, soit morts noyés ou écrasés par le bois. Ici, on voit une croix en mémoire d'un dénommé Charles Champagne. Donc, ce fut évidemment un travail très dangereux, mal payé, avec aucune protection. Et par la suite, plusieurs familles ont dû conjuguer avec la perte d'un principal gagne-pain sans aucune compensation là, de la part de l'employeur. Donc, ici, on voit une slide à bois à Grande Chute. Je vais y aller plus rapidement, mais c'était à l'époque la plus longue slide de ce genre-là au monde. Et puis, malheureusement, les vestiges ont été détruits en 2010. Donc, un peu comme on voit ailleurs en Outaouais, le patrimoine industriel n'avait pas été trop valorisé. Et en aménageant le nouveau pont, ces vestiges-là ont été retirés. Et puis, ces grandes chutes, de nos jours, avec très peu d'évidence, aucune évidence de son passage industriel. Et puis, le phare à cheval est devenu le symbole de notre sentier, en guise de reconnaissance, évidemment, des chevaux qui ont travaillé dans la Dumoine au fil des ans. Et puis, je vais y aller rapidement, mais il y avait aussi l'ère des clubs privés. Dès 1890, le loisir des plein air sont devenus de plus en plus populaires auprès des personnes fortunées. Et puis, on avait environ 6 clubs privés qui ont été établis dans la Dumoine entre 1899 et 1976. Et puis, ces sportifs-là venaient surtout des États-Unis, ils arrivaient en train. Et puis, ils ont traversé la rivière des Outaouais pour ensuite remonter vers leur campement par le sentier dont je vais vous parler. Le Club du Moine, c'est le dernier qui reste. Il a été fondé en 1917. Et puis, ici, on voit une image de 2021. Le premier ministre était de passage sur la Dumoine, donc il a été arrêté pour prendre quelques photos. Et puis, les clubs privés ont été délaissés, ont été abolis en 1976 parce que ça, évidemment, le public n'avait pas accès au territoire. C'est vraiment juste les membres du club qui pouvaient y aller. Les Autochtones, les Québécois n'avaient pas accès. Donc, ils ont été remplacés par les zones d'exploitation contrôlées ou les ZEC pour rendre le territoire accessible au public. Et donc, on voit ici quelques exemples de vieux chalets de cette époque-là qui sont toujours présents sur la Dumoine.
Certain qu'il y aurait un travail à faire pour faire une cartographie, un répertoire de ces chalets-là avant que ça ne soit perdu. Donc, je vais sauter le projet d'air protégé, mais juste pour dire rapidement qu'on a réussi à faire protéger un territoire d'environ 1800 km² dans le bassin versant de la rivière du Moine, ce qui fait de la du Moine la plus grande aire protégée dans le sud du Québec. Et puis, on a un projet pour relier la du Moine au parc Algonquin pour assurer le mouvement des espèces entre les deux. Et là, le sentier en tant que tel, donc ici on voit une image du sentier. Ça a été très creusé au fil du temps avec le passage des chevaux, des charrues. Et puis, tout au long du sentier, il y avait des points de ravitaillement, environ 10 km, donc un peu la distance qu'un homme pouvait marcher dans une journée. On retrouvait de la nourriture, un endroit pour passer la nuit. Et puis, nous avons identifié quelques-uns de ces sites-là le long du sentier et puis on prévoit les mettre en valeur davantage. Évidemment, il ne reste que les fondations de pierre ou encore de la ferraille, des choses comme ça dans la forêt. Donc ici, on a une photo avant-après. Donc quand on a redécouvert le sentier il y a peut-être 5-6 ans, c'est un peu ça à quoi ça avait l'air. Et puis là, l'autre photo, c'est une fois que c'est dégagé. Donc on parle vraiment d'un sentier très rustique, très modeste. On veut éviter toute fragmentation, évidemment, du milieu. Donc, on parle d'un sentier accessible, surtout en randonnée à l'été. Mais notre vision, c'est que ça devienne un sentier accessible en hiver aussi, que ce soit du ski de fond, de la raquette. Mais le but, c'est que ce soit non motorisé. Et puis, tout au long du sentier, on retrouve divers vestiges du passé. Donc ici, il y avait des lignes de télégraphe qui se rendaient à des tours de feu. Donc on voit encore quelques-uns de ces vestiges-là sur le territoire. Et puis évidemment, il y a un travail à faire pour bien recenser ces choses-là avant que ce soit perdu. Donc le sentier, on l'a rouvert entre 2017, 2018, 2019. C'était un travail de partenariat entre les amis de la du Moine et la SNAP Vallée de l'Outaouais. Et puis l'ouverture officielle a eu lieu au mois d'août passé avec la députée Sophie Châtel et la chef de la communauté de Wolf Lake, Lisa Robinson. Et puis, ici, juste rapidement, on voit une carte du tracé. Donc, le sentier en tant que tel fait environ 26 km de longueur entre la rivière du Outaouais et Grande Chute. Et puis, au long du sentier, vous voyez quelques-uns des aménagements qu'on a faits, dont des bancs, des belvédères, des ponts simples. Et puis, nous avons aussi créé quelques sites de camping et une signalisation d'interprétation. Il y a certainement beaucoup plus de travail à faire à ce niveau-là, mais c'est déjà un bon début là, au niveau de l'interprétation du milieu. Puis ici, on voit quelques exemples de photos le long du sentier, donc quelques gros pins blancs qui ont échappé aux industriels. Et puis, d'autres images, juste rapidement. Ici, on voit le secteur de la rivière Fil-de-Grand. Le sentier traverse ce secteur-là. Il y avait un point de ravitaillement à cet endroit-là. Et puis, un autre exemple là, du profil du sentier qu'on voit. Donc, c'est une belle vallée profonde. On est loin de tout développement industriel, tout développement résidentiel. On est vraiment dans la nature. C'est une autre vue. Et puis, quelques-uns des aménagements qu'on a faits. Donc, on voit encore l'évidence de vieux ponts. On a essayé de préserver ça le plus possible. Et puis, d'autres images prises le long du sentier. Et puis, en guise de conclusion, on aimerait vous inviter à vous impliquer dans le projet. Nous avons plusieurs occasions de bénévolat, que ce soit du travail sur le terrain, mais également au niveau de l'interprétation du milieu. Évidemment, je viens d'un background de conservation de la nature, donc tout ce qui est patrimoine naturel, c'est moins, on est un peu moins fort dans ce domaine-là. Donc, nous aimerions faire davantage de recherches sur les familles qui ont vécu dans ce milieu-là. Donc, certain que si vous avez des suggestions à nous faire, où trouver cette information-là, ou encore des pistes à nous fournir sur
ou trouver du financement, c'est toujours très apprécié. Et puis, sinon, vous pouvez toujours nous aider en faisant la promotion du sentier. Et puis, vous avez mes coordonnées ici à l'écran aussi. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous si vous aimeriez venir visiter le sentier. Et puis, nous avons au bureau de la SNAP quelques copies du livre de Wally Shaver. Donc, si jamais vous aimeriez l'emprunter, on peut s'organiser là, pour faire ça à partir de la bibliothèque du bureau. Donc, merci beaucoup.